Ici aussi. Ok. Bon, les petits aléas du direct, comme on dit. Donc, on va pouvoir commencer aujourd'hui. On va pouvoir en tout cas continuer. Comme vous le savez, on se retrouve aujourd'hui pour une session live de bibliothérapie. Donc, le concept, c'est que j'utilise un livre pour pouvoir vous apprendre tout un tas de choses en lien avec un thème particulier. Et la bibliothérapie du moment, c'est sur ce livre, donc Maigrir sans regrossir de Jean-Philippe Zermatt. Et donc surtout Maigrir sans regrossir, est-ce possible? Nous avons déjà abordé le chapitre 1 et le chapitre 2 dans les deux précédents lives qui datent déjà un petit peu. Donc si vous êtes intéressé par ces deux premiers chapitres, n'hésitez pas à aller les consulter. Tous les lives sont disponibles en replay sur ma chaîne YouTube Ophélie Simon Psychologue. D'ailleurs, si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire. C'est toujours important de soutenir les choses que l'on aime bien. Alors, donc aujourd'hui, on va poursuivre avec la lecture de ce livre. Donc, je ne vous lis pas tout le livre, évidemment. J'essaye de vous en sortir la substantifique moelle, comme on dit. Et on va continuer donc avec ça. À tout moment, si vous avez une question, vous la posez dans le chat ou en commentaire ou voilà, de la manière dont c'est OK pour vous de la poser. Et je jetterai un œil régulièrement au niveau du chat pour pouvoir répondre directement aux questions et ne pas vous faire attendre la fin du live. On est parti pour une petite heure et demie, à peu près. On verra bien comment ça se profile. Et que dire d'autre? Bah rien, je pense qu'on est prêt, on va pouvoir y aller. Est-ce que j'avais d'autres choses à vous dire? Bah, a priori comme ça, non. Si vous êtes intéressé par mon contenu, bah, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram et Facebook. Vous me trouverez toujours en tapant Ophélie Simon Psychologue. Donc ça c'est assez facile, vous trouverez des infos. Actuellement, ben, ça vient de recommencer. Sur Instagram, il y a des tout nouveaux contenus qui vont sortir, que vous allez découvrir au fur et à mesure des semaines. Donc j'espère que ça vous plaira. Encore une fois, ben, si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit like et surtout, n'hésitez pas à poser vos questions, à commenter. Moi, je suis toujours ouverte à pouvoir discuter. Alors, comment ça se passe au niveau... donc ici, ça se passe très bien. Je vais quand même vérifier qu'on m'entend, mais a priori, c'est bien le cas. Ouais, c'est tout à fait le cas, donc nickel. Et là, ça se passe bien aussi, donc on peut entrer dans le vif du sujet. Ah oui, si vous êtes intéressé par des lives, donc sachez que avant ce livre-ci, j'ai utilisé un autre livre qui avait pour thème l'estime de soi. Et ce livre sur l'estime de soi, c'est celui-là de Christophe André. Et donc ça, il y a 11 sessions live qui sont disponibles gratuitement en replay dans la playlist Estime de soi sur ma chaîne YouTube tout simplement. Et sachez, super important, que c'est plus que des lives, c'est carrément un petit programme pour avancer. Pourquoi je dis que c'est carrément un petit programme pour avancer? Parce que en fait, ce livre, il contient tout un tas de notions théoriques qui permet de vous aider à mieux comprendre votre fonctionnement. Et puis en fait, à peu près avec chaque live, dans la description des vidéos, vous trouverez des exercices. Donc vous pouvez télécharger des feuilles d'exercices et vous trouverez un lien pour écouter des audios qui vous aident à travailler les notions qui sont vues dans le livre et qui donc vous aident à améliorer votre confiance en vous si vous en avez besoin, évidemment. Donc clairement, c'est pas que des lives, c'est carrément un petit programme pour améliorer votre estime de soi. Donc gratuit, cadeau, pépite, n'hésitez pas à y aller si vous avez besoin d'améliorer votre estime de soi.
Alors, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre aussi par rapport à cette rentrée importante? C'est que très bientôt, là, c'est l'organisation et le temps qui vont décider, mais voilà, il est prévu que je sorte dans le courant du mois de septembre un tout nouveau programme, donc un programme en ligne qui s'appelle My Body, My Temple et qui vise en tout cas à aider les femmes à se réconcilier avec leur corps, donc à être bah voilà, dans une relation plus sereine avec leur corps, dans une relation plus de bienveillance avec le corps. Bah, pourquoi je lance un tel programme? Eh bien, simplement parce que, comme vous le savez, moi je travaille beaucoup avec des personnes qui ont des problèmes de comportement alimentaire, donc qui ont des comportements alimentaires qui font grossir ou qui empêchent de maigrir. Et ben, bien souvent, les femmes que je vois dans ce cadre-là ont une relation à leur corps qui est très très négative. Pour la plupart, elles n'aiment pas leur corps simplement et ont parfois des mots durs envers ce corps, ont parfois, font preuve parfois de beaucoup d'injustice envers ce corps. Et donc, ce programme vise à aider ces femmes à donc améliorer leur relation avec le corps. Pareil, hein, donc c'est un programme qui contient des audios, des vidéos et des exercices. D'ailleurs, il y a un petit carnet d'exercices que vous pourrez télécharger. Ça arrive tout bientôt. Et comme je ne peux pas vous dire quand ça sort exactement, j'espère dans le courant du mois de septembre. Mais bon, comme vous le savez, je concilie ma vie professionnelle, donc mes consultations à mon cabinet. Je concilie ça avec mes activités, mes autres activités comme de la création de contenu ou de programmes. Donc voilà, il faut un peu, il faut faire les deux. Donc il faut trouver du temps pour les deux. Mais donc, quand ce programme sortira, je ne peux pas encore vous le dire. Par contre, vous pouvez checker au niveau de mon site internet parce que quand il sortira, eh bien, il y aura l'info sur mon site internet, ainsi que sur mes réseaux, certainement Instagram et Facebook. Et si vous voulez aller checker mon site internet, donc c'est www.ophélissimon.be. Voilà, ça c'est pour les nouveautés de la rentrée. Maintenant, on entre dans le vif du sujet avec le livre de Jean-Philippe Zermatt et Maigrir sans regrossir, est-ce possible? On s'était arrêté à la fin du chapitre 2, la dernière fois. Et en fait, dans le livre, vous avez à chaque fois des petits bonus qui s'appellent Pour en savoir plus. Et donc ça entre un peu plus dans la théorie, voilà, dans des informations un peu plus scientifiques, un peu plus approfondies sur tout ce qui a déjà été expliqué dans le chapitre précédent. Donc ici, je ne vais pas vous lire cette petite partie pour en savoir plus. Simplement, quelques petites notions que je trouve importantes de rappeler. Et du coup, ça fera une bonne transition avec ce qui suit juste après. Et donc, cette petite partie pour en savoir plus, elle vient nous reparler un petit peu de la faim. Et il y a quelque chose qui est important, qui est dit dans ce chapitre, c'est que dans tous les cas, les facteurs déclenchants internes sont considérés comme des témoins de l'état des réserves énergétiques ou des réserves intestinales. Donc, souvenez-vous, le livre a décrit la faim comme le signal qui dit au corps qu'il a besoin de manger. Donc, il y a un manque d'énergie qui déclenche la faim, qui pousse donc le corps à chercher à manger. Et donc, c'est ça dont il parle, les facteurs déclenchants internes, en fait, viennent donc donner une information par rapport à l'état des réserves d'énergie du corps. Donc, pour vous dire que, parce que je sais que ça arrive souvent, si vous avez faim, il faut manger.
La faim, la vraie faim, donc je suis pas en train de parler d'une envie, hein, ça il faut bien faire la distinction entre les deux, mais la vraie faim, donc quand votre estomac crie famine, ça veut dire qu'il faut donner à manger à votre corps. Vraiment. C'est, c'est vital. Alors, deux, trois petites choses encore sur la faim qui sont expliquées dans le livre. Plus le repas précédent aura été important et plus la faim tardera à revenir. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça. Moi, j'ai des petites choses qui me titillent par rapport à ça. En effet, tant que des aliments se trouvent encore dans l'estomac, la faim ne se manifeste pas. Bon, ça, je suis assez d'accord, parce que je viens de vous dire qu'en soi, si la faim se manifeste, c'est parce qu'il n'y a plus rien dans l'estomac et que du coup, il faut manger. Et plus le repas aura été riche, nourrissant et long à digérer, plus la faim tardera à réapparaître. Bon, ça, je suis assez bien d'accord parce que j'en fais l'expérience régulièrement. On est bien d'accord que un repas de midi avec une base de entrée, plat, dessert bien copieux, limite le soir, on n'a pas faim, on n'a pas besoin de manger parce que l'estomac est encore rempli de certaines choses. Par contre, si vous faites un repas super léger, je ne sais pas moi, une tartine avec une tranche de jambon, peut-être que dans les 4 heures suivantes, vous allez avoir faim, vous allez avoir besoin de manger. Donc ça se tient assez bien. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi en commentaire si vous en pensez quelque chose. Alors, un autre aspect important, c'est que l'absence de l'état de faim, en fait, c'est l'état de satiété. L'état de satiété, c'est donc l'état de non-faim. D'un point de vue strictement physiologique, c'est donc pas possible d'être en même temps dans les deux états. On ne peut pas être en même temps dans la faim et en même temps dans la satiété. En revanche, donc on ne peut pas être dans les deux états en même temps. En revanche, la disparition de la faim ne fait pas obligatoirement disparaître la motivation à manger. Bah ouais, ça, on s'en rend bien compte. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont plus spécialement faim, mais qui ont quand même toujours la motivation à manger. Euh, Ça, c'est par contre un vécu par rapport à des patients que pas mal de patients prétendent qu'ils n'ont plus faim, mais qu'ils ne se sentent toujours pas rassasiés. Donc là, on est, on est sur sur un troisième concept, en fait, c'est le rassasiement. Et puis une autre chose importante, c'est l'alternance de la faim et de la satiété détermine théoriquement la fréquence des repas. Bah oui, comme je vous l'ai dit, euh, la faim est présente, elle nous pousse à manger, et au fur et à mesure que l'on mange, on finit par ne plus avoir faim, et si non faim, alors satiété, et donc on arrête de manger, et puis l'estomac se vide, entre guillemets, on a de nouveau faim, il faut manger, etc., etc. Donc effectivement, c'est cette alternance qui donne le signal des repas. Et justement, on parlait du rassasiement. Je lis avant de vous donner les informations pour être sûr de vous donner quelque chose d'un peu condensé et surtout d'utile pour vous. Parce que là, ça part vraiment dans des termes très techniques, médicaux, etc. Donc, c'est pas ça non plus notre but.
Alors ici, il donne deux, trois choses de plus sur le rassasiement. L'intensité du plaisir ressenti dépend de notre état énergétique interne. Autrement dit, plus nous sommes en déficit énergétique, plus nous avons faim et plus nous éprouvons du plaisir à manger. Donc ça, je serais bien d'accord aussi. Je pense que, enfin moi, j'ai pas besoin d'avoir super faim pour prendre vachement de plaisir à manger. Je sais pas vous, mais en tout cas, ça se tient. Alors, le plaisir diminue d'autant plus vite que l'aliment est riche en énergie. Ah ouais. D'accord. Donc il faut quand même repréciser que le rassasiement est basé sur la notion de plaisir alimentaire. Peut-être quand même reprendre un peu la... Hmm, c'est pas très clair. Cette notion de rassasiement, c'est pas très clair du tout. Donc on va passer sur ça. Après, si vous avez des informations plus claires, plus précises, je suis toute intéressée, hein. Ok, donc ça c'était pour la petite partie en savoir plus, dont je ne vous donne pas beaucoup plus d'informations, ça ne servirait pas à grand-chose. Et on peut passer maintenant au chapitre 3, ce qui nous fait grossir, ce qui nous empêche de maigrir. Donc, bien sûr, le système de régulation des aliments, des comportements alimentaires, ben, comme tous les systèmes de l'organisme, ça peut avoir de temps en temps des dérèglements. Et donc le livre dit, puisque certains grossissent, c'est donc que leur système de régulation n'est pas infaillible ou qu'ils peuvent s'en affranchir. Donc je vous remets un petit peu les choses dans leur contexte. Dans les premiers chapitres du bouquin, c'était en fait la description de comment ça se passe au niveau physiologique à l'intérieur de notre corps, donc de comment ça gère les prises alimentaires. Et donc, c'était l'explication que le corps, pour tout un tas de choses, pour notre température par exemple, pour les battements de notre cœur aussi, eh bien, il y a une sorte de système qui vient toujours chercher à avoir l'équilibre. Et semble-t-il, pour notre poids, pour nos prises énergétiques, c'est pareil. On a un système aussi qui vient réguler les choses. C'est pour ça qu'on parle d'un système de régulation. Et donc le livre dit que ben, normalement, en fait, si on fait un gros repas ou si on fait une semaine de vacances avec apéro, crème glacée, etc., eh bien, notre système de régulation va tout naturellement réguler les choses et nous faire manger moins dans la semaine qui suit nos vacances. Et donc, de cette manière-là, pouvoir nous garantir un poids relativement stable sans qu'il y ait de prise de poids importante ou de perte de poids importante. Et donc ça, c'est quand tout se passe bien.
au niveau de notre système. Mais on sait très bien, et il ne faut pas chercher bien loin pour se rendre compte que ce système de régulation, bah, pour beaucoup de personnes, bah, il est un peu faillible parce qu'il y a des gens qui prennent énormément de poids ou simplement qui prennent du poids, qui ne ressentent pas cette espèce de compensation naturelle que si on mange trop pendant une semaine, on va manger un petit peu moins sans avoir spécialement à se forcer, juste parce que notre corps nous guide vers ça. Bah, je pense que quand j'explique ça, il y a certaines personnes qui doivent se dire, bah ouais, c'est ça mon œil, moi j'ai jamais vécu ce genre de choses. Pourtant, ça existe chez certaines personnes, des personnes qui peuvent tout à fait avoir un poids stable. Alors attention, un poids stable, ça ne veut pas dire avoir le même chiffre sur la balance tout le temps. Un poids stable, c'est un poids qui peut quand même varier dans une certaine tranche de chiffres. Et donc, voilà, il y a certaines personnes qui restent dans un poids stable, même si elles partent en vacances en all-in pendant 15 jours. Bah oui, elles prennent un petit peu de poids, mais bon, elles rentrent après chez elles, et puis bah, naturellement, ça se rééquilibre sans qu'elles aient besoin de faire quoi que ce soit. Et puis, bah, en plus, leur corps, assez naturellement, si elles ont été dans un hôtel all-in, comme je dis, avec peut-être beaucoup de crème glacée, des choses peut-être plus riches, etc., eh ben, vont tout naturellement avoir envie de repas un petit peu plus légers quand elles rentrent chez elles. Bah, donc ça aussi, j'imagine que certaines personnes qui vont entendre que j'explique ça vont complètement tomber des nues en se disant ah bah ça c'est bien parce que moi j'ai jamais vécu ce genre de choses. Donc ça c'est la théorie, c'est comme ça que le corps fonctionne a priori au départ. Mais comme le dit le livre dans le chapitre 3, qui est donc pour moi à la page 71, 71, dit donc que comme tous les systèmes de l'organisme, ben, il peut y avoir des défaillances. Alors, le poids idéal existe-t-il? Donc, comme je vous le disais, hein, on a dans l'organisme tout un tas de systèmes de régulation qui visent à maintenir des valeurs sur plein de choses, des valeurs stables. Donc, on a la température, la tension artérielle, par exemple. Et donc, ça veut dire que, il y a une sorte de, le poids aussi, il y a une sorte de valeur référence. Cette valeur de référence, ben, en termes de poids, c'est ce qu'on peut appeler le poids d'équilibre. Et le livre dit donc le poids d'équilibre, ils appellent ça aussi le set point. Je vais essayer de dire poids d'équilibre à chaque fois, mais enfin si je dis set point, vous comprendrez que c'est le poids d'équilibre. Et donc ah oui, ça peut être intéressant. Donc quelle est la différence majeure entre par exemple le thermostat et l'adipostat, donc le thermomètre de graisse, si je peux le dire comme ça, la jauge de graisse. Euh, donc la valeur de consigne, donc la valeur de référence de consigne du thermostat est pratiquement la même pour tous les individus de l'espèce. Elle se situe plus ou moins à 37 degrés. Et surtout, en fait, tout le monde s'en fout. Personne ne se vexe de ne pas avoir tout à fait ces 37 degrés ou de les dépasser un petit peu. En revanche, la valeur de consigne de l'adipostat est très variable d'un individu à l'autre. De plus, alors que la valeur de consigne du thermostat ne varie pas au cours de la vie, celle de l'adipostat, donc la jauge de graisse, présente au contraire et le plus souvent une évolution ascendante, ce que beaucoup considèrent comme particulièrement fâcheux.
Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'on a des systèmes de régulation qui visent à avoir à peu près toujours la même valeur de référence, donc qui va faire en sorte que notre corps va toujours essayer de retrouver cette valeur de référence. Donc, par exemple, 37 degrés pour notre température. Et c'est pareil pour notre jauge de graisse, notre taux de graisse, si je peux dire ça comme ça. Sauf que en fait, la température, ça reste à peu près la même toute la vie, mais le taux de graisse, ça évolue au cours de la vie et malheureusement, semble-t-il, plus on vieillit, plus on a des chances d'avoir un taux de gras plus important. Et donc, d'un point de vue physiologique, il faut considérer le set point, donc le poids d'équilibre. Poids d'équilibre? Non. Le poids d'équilibre, comme la quantité de masse grasse régulée par l'organisme. Or, celle-ci varie en fonction des âges de la vie. C'est ce que je vous disais. Donc, on peut considérer qu'à la naissance, chaque individu a à l'intérieur de son code génétique des informations qui influencent, sans la déterminer complètement, la quantité de masse grasse dont il sera doté au cours de son existence. Donc, prenez bien conscience de ce que cela veut dire, c'est que notre génétique, à notre naissance, vient influencer notre taux de gras. Je le simplifie caricature, mais c'est ça que ça veut dire. Donc c'est comme si on disait que en fait à la naissance, à cause de notre génétique, ben, il va y avoir des gens plus gras que d'autres. Voilà, en fait c'est ça. Et que c'est normal puisque c'est la génétique. C'est comme quand on dit il y a des gens plus grands que d'autres. Ben, c'est la génétique, c'est comme ça, ils naissent comme ça. Et donc là, c'est pareil. Et donc c'est quand même vachement important parce que on a toujours tendance à comparer en termes de poids, à se comparer les unes les autres. Je dis les unes les autres parce que je travaille beaucoup avec des femmes. Comparer l'une à l'autre, elle est plus mince, machin. Alors que en fait c'est notre génétique qui détermine euh, notre tendance grassouillette. Mais quand même il y a un truc important, c'est que alors après, je vous rappelle que le bouquin que je suis en train de vous lire se base sur des études. Ce bouquin date de... Allez, on peut le faire. Ce bouquin date quand même... Allez, je vais le trouver. De 2009, 2010, je pense. De 2010. Donc, ça avait quand même vachement longtemps. Et donc, il est possible que les informations, donc que les études qui ont été utilisées pour écrire ce bouquin, il est possible que d'autres études aient été faites depuis et que les informations aient évolué entre-temps. Euh, Si je peux, je vous donne les informations par rapport à ça, mais parfois je peux pas parce que j'ai juste pas trouvé enfin voilà, comment vérifier l'information. Donc là, ce qu'il dit, c'est que d'après les généticiens, il n'y aurait que 5% des obésités qui auraient une origine purement génétique. Donc ça veut dire que 95-95% des obésités ont une origine qui n'est pas génétique. Information à vérifier évidemment. D'ailleurs, s'il y a des experts dans la salle, je suis tout à fait curieuse de connaître votre avis ou que vous corrigiez les informations que j'ai ici.
Ok, mais donc ça ne veut pas dire pour autant que tout le monde est programmé pour être mince. La nature n'aime pas la monotonie et pour la même taille, le poids peut varier du simple au double sans qu'il s'agisse d'une anomalie. Mais en fait, c'est simplement une variation de la norme. Donc voilà, c'est hmm. Alors ça, c'est super important. Ouvrez grand vos oreilles. Idéalement, les médecins estiment que la corpulence d'une personne, l'IMC, le BMI, ce fameux qui est qui est pris comme référence par plein de gens. Donc, selon les médecins, la corpulence d'une personne devrait se situer à une IMC, un BMI, entre 20 et 25. Cet intervalle ne correspond en rien à un poids normal. Il est simplement considéré par les assurances comme l'intervalle de poids dans lequel les individus seraient statistiquement les moins exposés à des complications médicales. Écoute, ouvrez vraiment bien vos oreilles, hein. D'ailleurs, cela ne présente en rien une garantie de santé pour un individu donné. Pas plus qu'on ne pourrait garantir à un automobiliste qu'il n'aura jamais d'accident s'il respecte la vitesse autorisée ou qu'il en aura obligatoirement s'il la dépasse. Certaines personnes naturellement maigres peuvent se situer très en dessous de cet intervalle et avoir un IMC aux environs de 15 à 17. Elles se considèrent sans doute comme des chanceuses qui disposent de la même corpulence que celle des top modèles et feront peut-être un jour la couverture des magazines de mode. D'autres se situent naturellement entre 28 et 30 d'IMC de PMI et sont exhortés, invités à maigrir, autant par leur environnement social que par le milieu médical et à revenir dans l'intervalle de poids idéal. Si bien qu'un poids génétique peut, sans qu'il traduise la moindre anomalie, se situer dans une large fourchette d'IMC comprise entre 15 et 30. Une personne de 1,70 m pourrait donc aussi bien peser 43 ou 86 kg sans qu'il soit permis d'affirmer l'existence d'une quelconque anomalie. Toutefois, statistiquement, c'est aux extrémités qu'il est le plus probable de rencontrer de vraies anomalies. On est bien d'accord. C'est évidemment parmi les personnes les plus maigres ou les plus fortes que la fréquence des troubles du comportement alimentaire est la plus élevée. Quoi qu'il en soit, il nous faut admettre que nous sommes tous programmés génétiquement pour maintenir un certain poids, que cela nous plaise ou non. Alors, où se trouve ce fameux poids d'équilibre? Je jette un œil au chat pour vérifier que personne n'est en PLS en attente d'une réponse à ces questions. Il ne semble pas. On continue. Où se trouve le poids d'équilibre? Le problème du poids d'équilibre, c'est qu'on se doute bien qu'il existe, mais on ne peut pas le mesurer. Dommage. Alors, un individu dont le poids est stable et qui s'alimente en respectant ses sensations alimentaires se maintient a priori à son poids d'équilibre. Ouvrez vos oreilles, je répète. Un individu dont le poids est stable
et qui s'alimente en respectant ses sensations alimentaires se maintient a priori à son set point. Et donc, le poids d'équilibre est le poids que l'on obtient en adoptant un comportement alimentaire normal, c'est-à-dire principalement contrôlé par ses besoins, donc ses sensations alimentaires. La faim, la satiété, le rassasiement. Ouvrez bien les oreilles, je répète. Le poids d'équilibre est le poids que l'on obtient en adoptant un comportement alimentaire normal, c'est-à-dire principalement contrôlé par ses besoins, donc par ses sensations alimentaires. On peut donc en déduire qu'un individu dont le poids varie ne respecte plus ses sensations alimentaires. Ou bien il grossit parce qu'il mange plus qu'il n'a faim, et donc plus que ne le requièrent ses besoins énergétiques, ou bien il maigrit parce qu'il mange moins, et donc ne couvre pas suffisamment ses besoins énergétiques. Alors surtout, si il est possible de forcer le poids à passer en dessous de son poids d'équilibre, comme y réussissent assez bien ceux qui s'imposent un régime amaigrissant, il n'est pas possible de s'y maintenir sans éprouver durablement la faim. Autrement dit, les personnes qui ne se satisfont pas de leur poids d'équilibre se voient contraintes de manger en permanence moins que leur sensation de faim si elles désirent maintenir ce nouveau poids. Cela revient tout simplement à créer un état de famine pour le reste de leur vie, en fait. Donc voilà, c'est super intéressant. Donc a priori, nous naissons avec, en étant programmés pour peser un certain poids. Et notre corps va toujours faire en sorte de revenir à ce poids-là, qui est notre poids d'équilibre. Si on est à notre poids d'équilibre, eh bien, on peut le stabiliser en ayant un comportement alimentaire normal, c'est-à-dire un comportement qui est contrôlé par nos besoins, par nos sensations alimentaires. Et certaines personnes réussissent à rester en dessous de leur poids d'équilibre, mais du coup, il faut qu'elles crèvent de faim toute leur vie. Et donc, effectivement, peu de gens parviennent à supporter bien longtemps une telle situation, à moins de souffrir d'anorexie, malheureusement. Alors, la suite. Grossir. Il y a croître et multiplier. Ah oui, ça promet aussi d'être intéressant. Je vais peut-être juste me mettre un peu de lumière. J'arrive tout de suite. Ben voilà, on voit mieux ce qu'on dit. Une petite gorgée pour la route. Et on continue. Par rapport à ce qu'on vient de dire, je vérifie que tout va bien. Ok. La suite. Grossir. Il y a croître et multiplier. Donc, toute prise de poids n'est pourtant pas égale. Affirmer que manger plus que sa faim, affirmer que manger plus que sa faim est le seul moyen de grossir, ne constitue en effet qu'une approximation. Parce que la réalité est plus contrastée et le livre décrit
deux situations. Hum, hum, hum. D'accord, donc ils font la différence entre le poids et le poids d'équilibre et expliquent que effectivement, si un sujet a un poids d'équilibre à 70 kg, 70 kg, bah, son poids réel en quelque sorte peut osciller autour de cette valeur. Et donc, toute variation du poids n'est pas synonyme que le poids d'équilibre a changé. Ok? Donc, si le poids d'équilibre est à 70, 70, le poids, le poids réel peut osciller autour de ces 70, de ces 70, mais c'est pas pour autant que le poids d'équilibre est modifié. Alors, donc en fait, il semblerait qu'il existe des sujets qui ont un poids d'équilibre fixé à un niveau élevé. Soit parce que ça a toujours été comme ça depuis le début de leur vie, c'est une programmation génétique, soit parce que le poids d'équilibre s'est élevé au cours de leur existence. Ils avaient peut-être un poids normal dans leur jeune âge, mais avaient peut-être une prédisposition à grossir, et les circonstances de la vie ont permis que le corps grossisse. Et donc, ça c'est important aussi, affirmer que le poids d'équilibre est génétiquement programmé ne veut pas dire qu'il ne peut pas changer au cours de la vie, évidemment. Alors, d'autre part, il y a des personnes dont le poids s'élève, donc dont le poids réel augmente, mais leur poids d'équilibre reste là où il était à la base. Donc, leur poids réel dépasse leur poids d'équilibre. Et donc, quand on est face à des personnes qui grossissent, eh bien, il faut pouvoir apprendre à distinguer les personnes dont le poids et le poids d'équilibre ont augmenté des personnes dont seul le poids réel a augmenté, mais le poids d'équilibre est resté au même stade. Et donc ça, en fait, on fait ça en écoutant leur histoire, hein. Ici, en fait, il y a justement des histoires de poids. Euh, donc l'histoire d'un poids d'équilibre élevé dès le début de la vie. Donc un patient issu d'une famille présentant des personnes obèses depuis génération et génération, parents, grands-parents, oncles, tantes, présentent une forte obésité. Dès sa petite enfance, le poids de ce patient s'est écarté des courbes de corpulence moyenne. Ça a été signalé très tôt. Ce fut donc un gros bébé, un enfant dodu, un adolescent costaud et puis un adulte obèse. Il a été toute sa vie au régime et
régimes et tentatives amaigrissantes diverses et variées. Euh, à aucun moment il ne se rappelle avoir mangé sans surveiller son alimentation. Ces pertes de poids obtenues après de longs efforts étaient souvent minimes, parfois importantes, mais toujours suivies d'une reprise de tout le poids perdu dans des délais généralement très courts. Et au bout du compte, son obésité n'a jamais disparu, elle a même progressivement augmenté. Et donc, ça, c'est un exemple d'un poids d'équilibre qui est élevé dès le début de la vie. Ensuite, on a l'exemple du poids d'équilibre qui s'élève tout au long de la vie. Donc, il y a des personnes qui ont un poids élevé dès le départ, il y a des personnes qui ont un poids pas élevé et qui s'élèvent tout au long de la vie. Un poids d'équilibre, hein, je ne parle pas le poids réel, un poids d'équilibre. Alors, une autre patiente là qui pesait 3,5 kg quand elle est née, elle est restée dans la moyenne pondérale jusqu'à la puberté. Elle n'a pas beaucoup apprécié ses premières formes, donc quand on devient une femme, hein, les formes qu'on commence à avoir, et surtout de ne plus pouvoir enfiler ses premiers pantalons moulants. Alors elle s'est mise au régime, un peu comme tout le monde. Elle a plutôt bien maigri, mais le problème c'est que ensuite elle a plutôt bien regrossi. Et elle a même regrossi plus qu'elle n'avait maigri. Euh, du coup, c'était encore plus difficile de rentrer dans ses pantalons moulants. Et donc, elle a commencé un nouveau régime, plus efficace que le précédent. Elle a plutôt bien maigri. Et le reste de sa vie ressemble à ça, en fait. Ça n'est composé que de régimes. Compte plus de régimes qu'elle a fait, ni le poids qu'elle a pris. Donc, elle est devenue obèse et contemple avec désespoir les photos de sa jeunesse, où décidément elle trouve aujourd'hui qu'elle n'était pas si mal que ça finalement. Et donc là, c'est l'exemple d'un poids d'équilibre qui s'élève tout au long de la vie, souvent à cause des régimes, hein, malheureusement. Et puis après, on a l'exemple d'un poids réel qui augmente, mais un poids d'équilibre qui reste à son stade. Alors, cette patiente n'a jamais connu de problème de poids. Elle a toujours mangé avec insouciance. Elle n'a jamais souffert du moindre complexe physique. Elle a vécu une enfance heureuse, avec peut-être une famille un peu trop stricte. Les sorties, les amusements, les copains n'étaient pas les préoccupations essentielles de ses parents. Euh, Son père avait l'obsession de pousser sa fille le plus loin possible dans les études. Euh, Sa mère avait une conception assez simplifiée de l'équilibre alimentaire, pas de sucreries, pas de plats en sauce à la maison. Et quand la première fois cette patiente a quitté le domicile familial pour un séjour linguistique bien loin, elle s'est complètement lâchée au niveau alimentaire en tout cas, et elle en a vachement bien profité. Et donc à son retour, ses parents ont été assez frappés de remarquer qu'en fait elle avait pris 8 kilos. Et en fait, sans aucun régime, simplement en ne mangeant plus comme s'il fallait rattraper le temps perdu, elle est revenue à son poids initial, donc à son poids d'équilibre. Et donc là, on a l'exemple de son poids qui a augmenté à cause de circonstances particulières et qui est redescendu quand les circonstances particulières ont changé. Alors la suite. Une petite gorgée pour la route. C'est de l'eau, hein, rassurez-vous.
Alors, la suite. Comment on devient définitivement gros? Soulève des questions hein, quand même ce bouquin. Ah, alors ça c'est important aussi. Pendant longtemps, les chercheurs ont pensé que le stock de cellules graisseuses était définitivement constitué dès la petite enfance. Donc, nous avons à l'intérieur de nous des cellules graisseuses. Ce sont des espèces de petits sacs qui se remplissent de graisse. Et au départ, les chercheurs pensaient que on avait un nombre de petits sacs qui se remplissent de graisse et que ça restait comme ça toute la vie. Vous en doutez, ça n'est pas comme ça que ça se passe. Et en fait, on, on sait, enfin voilà, on sait maintenant que c'est pas comme ça. Je vais vous expliquer ce que le livre décrit. Et en fait, cette description, du coup, permet de comprendre pourquoi le poids d'équilibre se met à augmenter progressivement. Donc, comment ça se fait que ce poids d'équilibre augmente? Donc, nos adipocytes. Les adipocytes, ce sont donc les cellules graisseuses. Ce sont des petits sacs à l'intérieur de nous qui se remplissent de graisse. Alors, n'allez pas imaginer que vous avez des tote bags à l'intérieur de vous qui se remplissent de graisse, hein, c'est tout petit bazar. Enfin, voilà, c'est microscopique. Donc, nous avons des adipocytes qui assurent le stockage de nos réserves énergétiques. Quand une personne consomme plus d'énergie qu'elle n'en dépense, donc quand on est en face d'une surconsommation d'énergie, l'énergie en trop est dirigée vers les cellules graisseuses. Et donc, elles se remplissent et leur volume augmente. C'est ce qu'on appelle de l'hypertrophie adipocytaire. Donc, quand on mange trop, quand on fait entrer en nous un trop d'énergie, cette énergie en trop vient se stocker dans nos cellules graisseuses. Au fur et à mesure que nos cellules graisseuses se remplissent, eh bien, elles grossissent, évidemment. C'est pour ça qu'on dit hypertrophie. Et ce processus, il est réversible. Il suffira que les surconsommations s'interrompent pour que les sacs de graisse retrouvent leur volume initial et que la personne revienne à son poids d'origine. Et donc là, on se rend compte que on peut, donc par ce phénomène-là, le poids augmente. Mais donc si on revient à une situation normale, si je peux dire, les sacs de graisse rediminuent et la personne maigrit et revient à son poids initial. Et donc dans ce cas-là, en fait, le set point, le poids d'équilibre, il n'a pas changé, il est resté le même. Donc c'est seulement le poids réel qui a dépassé le poids d'équilibre. Mais si les surconsommations se maintiennent dans le temps, le processus hypertrophique, donc les sacs qui se gonflent et donc le poids qui augmente, ce processus hypertrophique atteint sa limite parce que évidemment les cellules elles se gonflent de graisse, mais à un moment elles peuvent plus quoi, elles sont à saturation. Ça peut plus gonfler, ça ne peut plus se gonfler plus. Donc, quand elles arrivent à saturation, à leur grandeur maximale,
elles deviennent incapables de stocker davantage d'énergie. Et donc, l'organisme, parce que l'organisme il est bien fait, le corps il est bien fait, il invente une nouvelle solution pour stocker quand même le surplus, puisque on dit bien que c'est dans le cas où il y a de la surconsommation tout le temps et sur une longue durée. Donc, quand les sacs de graisse qu'on a à la base sont tout remplis et sont pleins à craquer, eh ben, notre corps trouve un autre moyen. Qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il crée de nouvelles cellules. Il multiplie les adipocytes. Et donc là, on ne parle plus d'hypertrophie, on parle d'hyperplasie parce que ils en créent, ils créent de nouvelles cellules réversibles, de nouvelles cellules graisseuses. Et ce processus, celui-là, il n'est pas réversible. Le premier, qui est l'hypertrophie, donc la cellule grossit et une fois que la surconsommation s'arrête, la cellule rétrécit, le poids rediminue et on retrouve le poids d'équilibre. Donc ça, c'est réversible. C'est marrant, ça me fait faire des bazars. Voilà. Par contre, l'autre, une fois qu'il y a trop de surconsommation sur une période trop longue, alors les cellules graisseuses qui sont déjà gonflées au maximum, elles n'en peuvent plus et le corps doit bien trouver une solution pour continuer de stocker et donc il crée d'autres cellules. Et ça n'est pas réversible parce qu'une fois que les cellules sont créées, eh ben, elles ne disparaissent plus. Et là, en fait, une fois que les cellules sont créées, qu'elles ne disparaissent plus, là, en fait, le poids d'équilibre, il a augmenté. Et c'est là qu'on peut dire, en fait, que chez ces personnes-là, tout kilo pris est un kilo installé. Parce que le corps a donc maintenant une nouvelle valeur de référence, un nouveau poids d'équilibre, puisqu'il a augmenté, il a un nouveau poids d'équilibre, et le système va être donc conçu pour défendre et retrouver l'équilibre de cette nouvelle valeur de consigne. Mais, évidemment, la réalité est plus complexe que ça. Le livre explique que l'augmentation du poids résulte de deux processus qui se font généralement en même temps. Donc, la prise de poids peut être totalement consécutive au processus hypertrophique ou totalement consécutive au processus hyperplasique. D'accord, donc quand il y a prise de poids, soit c'est complètement parce que les cellules se sont gonflées, et c'est tout, soit il y a prise de poids parce que les cellules se sont multipliées, parce qu'elles étaient à saturation et qu'il fallait trouver une solution. Donc soit c'est l'un, soit c'est l'autre. Mais en fait, le plus souvent, c'est une combinaison des deux. Voilà, c'est pour ça que c'était plus complexe que ça en avait l'air. Et donc, bien souvent, c'est un mélange de ces deux processus, et bien entendu, les proportions de l'un ou de l'autre sont complètement inconnues. Bah oui, évidemment, sinon ce serait bien trop facile. Par conséquent, il est impossible et malhonnête d'affirmer à une personne qui a pris du poids qu'il lui sera possible de revenir à son poids initial. Malheureusement.
Alors, qu'est-ce qu'on a fait ici? Ok. Euh, donc, par rapport à ce que je viens de vous expliquer, donc, ça nous met en présence de deux maladies radicalement différentes. Dans le premier cas, euh, on est en face donc d'une hypertrophie du tissu adipeux. Donc, comme si le tissu adipeux, donc le tissu de graisse, se gonfle, mais ne change pas vraiment de texture. Et donc, euh, l'obstacle à la perte de poids dans ces cas-là, ce n'est que les surconsommations alimentaires. Donc, ce qu'ils veulent dire par là, c'est que quand on est dans le cas d'une hypertrophie, euh, en fait, c'est en général à cause d'une surconsommation alimentaire. Et donc, c'est juste un problème de comportement. Parce que si on change le comportement, le poids diminue, les cellules graisseuses se vident. Mais par contre, quand il s'agit de l'hyperplasie, donc quand les cellules graisseuses se multiplient et font augmenter le poids de forme, et donc changent le poids de forme, en fait, l'obstacle à la perte de poids, du coup, c'est plus un comportement, c'est le corps lui-même. Parce que quand on a augmenté son poids d'équilibre, le corps, il va tout faire pour rester, pour maintenir son poids autour de ce poids d'équilibre. Mais si on veut perdre du poids, alors on est en conflit avec notre propre corps, puisque c'est notre propre corps qui, par son système de régulation, va tout faire pour rester autour du nouveau poids d'équilibre. Et parce que, en fait, malheureusement, la médecine ne dispose d'aucun moyen pour faire baisser le poids de forme, ou de maintenir durablement une personne en dessous de son poids de forme. Et donc l'obésité, c'est la somme de deux maladies. Une maladie du comportement qui le fait grossir et une maladie du tissu adipeux qui l'empêche de maigrir. Et donc on peut en fait arriver, donc dans cette deuxième configuration que je viens de vous expliquer, que en fait le poids d'équilibre s'est tellement élevé que, en fait, le poids d'équilibre devient un poids correspondant à de l'obésité, en fait. Et donc, on comprend que c'est hyper dangereux, que ça peut avoir beaucoup de complications médicales et chirurgicales. Donc, en fait, une personne obèse peut en fait être à son poids d'équilibre parce que son poids d'équilibre aura augmenté au fur et à mesure de sa vie et de ses expériences. Et donc là, évidemment, on se rend compte aussi que tout ce qu'on entend comme ultimatums médicaux, du style mon cardiologue m'a dit qu'il fallait que je perde 15 kilos pour faire baisser ma tension, ou si je ne perds pas 20 kilos, mon chirurgien refuse de m'opérer, ben forcément, ça ne fait que augmenter la détresse de certains patients, et en fait, ça ne change rien.
à une vérité malheureuse, c'est que il n'y a en fait que les personnes qui ont dépassé leur poids d'équilibre qui pourront maigrir. Celles qui ont déplacé leur poids d'équilibre, l'ont fait augmenter, malheureusement, il y a peu de chances qu'elles maigrissent. Et donc, la suite dans le livre, euh, ce que surconsommer veut dire. Parce que, rappelez-vous, l'explication de l'hypertrophie, c'est pas hypertrophie, si c'est hypertrophie, euh, je ne sais plus, oui, l'hypertrophie. Donc l'explication de l'hypertrophie et de l'hyperplasie, c'est que à un moment il y a surconsommation, donc il y a un trop d'énergie et ce trop d'énergie doit être stocké quelque part et ça se stocke dans les cellules graisseuses. Ça se stocke, ça se stocke, ça se stocke et si la surconsommation s'arrête, ça diminue et on maigrit. Mais parfois, ça se stocke, c'est à saturation et donc ça se multiplie. Et là, on change le poids d'équilibre et donc on a grossi. Mais ce sera très difficile de maigrir parce que le poids d'équilibre a changé. Et donc il est question là de surconsommation. Et le livre explique qu'est-ce que ça veut dire surconsommer. Donc, surconsommer signifie consommer plus d'énergie que l'organisme ne peut en dépenser. Donc, c'est manger plus que ses besoins ou plus simplement trop manger. Et donc, le livre précise que toute calorie consommée en plus des besoins, quelle que soit sa nature, excusez-moi, j'ai quelque chose qui chatouille dans la gorge. Donc, toute calorie consommée en plus des besoins peut entraîner une prise de poids, quelle que soit la nature de cette calorie. Donc, que ce soit une calorie qui vienne de sucre, de glucides, ou que ce soit une calorie qui vienne de graisse, de lipides, peu importe que ce soit une calorie qui vienne de l'un ou de l'autre, si c'est une calorie qui est présente en plus de nos besoins, eh bien ça peut entraîner une prise de poids. Et donc ça c'est important quand même parce que plus tard dans le livre il sera question de d'aliments interdits ou d'aliments qui font grossir. Souvent on retrouve ça, moi je retrouve ça chez mes patientes, euh, des aliments, les aliments qui font grossir. Et donc là en fait ce que ça dit c'est que peu importe peu importe ce que c'est
comme aliment, eh bien, si c'est des calories qui sont au-delà de nos besoins, eh bien, ça peut entraîner une prise de poids. Mhm. Ça me semble logique. Mais je sais qu'il y a quelque chose là autour qui peut être un petit peu particulier. Et d'ailleurs, si vous avez un avis par rapport à ça, je serais enchantée de l'avoir. Donc, c'est que on parle donc des besoins, etc. Et que donc, si on mange au-dessus de nos besoins, on va avoir tendance à grossir. Peu importe ce qu'il y a dans ce qu'on mange au final. Mais quand même se pose la question de la qualité de la nourriture, parce que effectivement, j'ai besoin, si j'ai besoin de 1200 calories par jour et que j'en mange 2000, je vais grossir. Si je mange 2000 calories de chocolat, je vais grossir, mais si je mange 2000 calories de brocoli, je vais grossir aussi, parce que c'est au-dessus, c'est au-dessus du poids d'équilibre. Et donc, ça voudrait dire aussi que si je me cantonne à mes 1200 calories dont j'ai besoin, qui remplissent juste bien mes besoins, ça voudrait dire que je peux mettre ce que je veux à l'intérieur de ces 1200 calories. Donc, je pourrais manger 1200 calories de chocolat, comme je pourrais manger 1200 calories de brocoli ou 1200 calories de fast-food. Euh, et donc là, je serais curieuse d'avoir votre avis parce que en fait, ça semble très logique. Ok, on a besoin de 1200 calories, et peu importe ce qu'on met dans les 1200 calories, ben voilà, euh, tant qu'on reste à 1200 calories, c'est bon. Mais par contre, il y a quand même toute cette question de ce qu'on appelle les calories vides. J'ai essayé de me renseigner un petit peu là-dessus. Donc, tout ce qui est aussi aliments industriels, qui malheureusement utilisent des aliments appauvris pour pouvoir faire des économies. Et donc, en nutrition, il est quand même, je pense, vous me direz si je me trompe, je pense qu'il est quand même reconnu que il y a que par exemple, si je mange 1200 calories de chocolat, j'invente complètement, hein, mais disons que je vais avoir 1200 calories pour mon repas. Je pense que c'est un peu trop, hein, mais on invente, on dit n'importe quoi. Mais que dans ces 1200 calories, euh, je pourrais ne manger que du chocolat. Mais si je mange que du chocolat, 2 heures après, je vais avoir peut-être faim. Et donc, je vais avoir tendance à manger. Mais du coup, ça va faire que mon quota sur la journée va vite avoir tendance à être dépassé parce que c'est comme si je mangeais pas grand-chose. Alors que si je mange des brocolis, par exemple, pour 1200 calories, mais mon repas va m'emmener un peu plus loin dans la journée. Et ça, je suis même pas encore sûre. Je serais vraiment curieuse d'avoir votre avis parce que cette notion-là, d'ailleurs, s'il y a des diététiciennes dans la salle, je suis preneuse de vos explications par rapport à ça. Donc, ok, si on mange plus que ce dont on a besoin en termes de calories, on grossit, d'accord. Mais ça veut dire que à l'intérieur des calories, on peut mettre ce qu'on veut comme aliment. Clairement, dans une démarche santé, c'est quand même un petit peu mieux de mettre un peu de tout comme aliment, surtout de privilégier des aliments naturels, hein. Bon, on sait bien que les aliments industriels, malheureusement, ça n'a pas beaucoup d'apports bénéfiques. Mais, mais voilà, qu'est-ce qu'on peut dire de la qualité des aliments? Est-ce que les calories sont vraiment équivalentes? Je me pose la question. J'ai envie de dire que non.
qui a peut-être des meilleures calories que d'autres, qui a peut-être des calories plus nourrissantes que d'autres. Je ne sais pas. Je suis curieuse d'avoir vos réflexions parce que moi j'ai cherché effectivement donc comme je vous disais, hein, le bouquin ici, il date de 2010, hein, et peut-être qu'entre 2010 et maintenant, on a fait des avancées en termes de nutrition, probablement même, enfin j'espère, on n'est quand même pas resté au même stade. Et peut-être qu'à l'époque où le livre a été écrit, eh bien on croyait vraiment que en fait toutes les calories étaient égales et que maintenant on sait que toutes les calories ne sont pas égales et qu'il y a des calories qui nourrissent peut-être mieux que d'autres. Donc je suis curieuse d'avoir votre avis. Bon, alors où est-ce qu'on en est ici par rapport au bouquin? Euh, c'est vrai que je viens de me lancer dans ce petit chapitre, sous-chapitre, ce que surconsommer veut dire. Mais là, on est quand même parti pour quelques... Ok, mais je continue. Donc voilà, la surconsommation, l'histoire des calories. Hum. Ok, donc bah, tout ça semble vouloir dire que en fait, peu importe la qualité des calories que l'on fait rentrer à l'intérieur, que ce soit des calories faites de graisse ou faites de sucre, euh, ben, l'important en fait c'est le nombre de calories, l'apport calorique global qui viendrait, euh, qui viendrait jouer. Et donc, les surconsommations responsables de la prise de poids ne consistent ni à manger trop gras, ni à manger trop sucré, mais seulement à manger trop de calories. Et donc, à partir de là, en fait, il peut y avoir deux types de perturbations, soit en lien avec le comportement du mangeur, donc rappelez-vous, euh, les, les problèmes des sacs de graisse qui se remplissent ou qui se multiplient. Dans le premier cas, quand ça se remplit, c'est juste, en quelque sorte, un problème de comportement alimentaire. Mais quand les cellules se multiplient et que donc le tissu graisseux change, parce que donc le poids d'équilibre augmente, là c'est un problème du système de régulation. Voilà, deux problèmes différents. Et donc, quand il s'agit d'un problème de comportement, eh bien, il y a d'abord le fait de grossir en ne respectant pas sa faim. Donc là, on est toujours dans le chapitre de qu'est-ce que ça veut dire surconsommer. Donc surconsommer et donc grossir euh, à cause de comportements alimentaires. Euh, Comportements alimentaires de surconsommation qui font grossir. Donc grossir en ne respectant pas sa faim. Donc comme on l'a dit, la faim, c'est une information, c'est un message de l'organisme. Et donc c'est pas parce qu'on reçoit la bonne information que d'office on va pouvoir maintenir les équilibres. Il faut encore pouvoir respecter ces informations. Parce qu'en fait, souvent, on mange sans avoir faim.
Et donc, quand on mange sans avoir faim, eh bien, on est dans de la surconsommation, et donc il peut aboutir à une prise de poids. Alors, le livre dit quand même que il y a quand même souvent des moments où on dépasse notre faim à de nombreuses occasions, mais on ne grossit pas tous pour autant. D'accord. Donc, ils expliquent que pour que les surconsommations se traduisent par une prise de poids, il faut aussi qu'elles ne soient pas compensées par une réduction ultérieure des prises alimentaires. Donc, il faut être tout le temps dans la surconsommation. Et donc, c'est l'accumulation des prises alimentaires en excès sur une durée prolongée qui peut empêcher le système de régulation de se stabiliser de nouveau à son set point. Et puis donc il y a le problème du système de régulation. Donc ça c'est quand les cellules graisseuses se sont multipliées. Et là c'est grossir en respectant sa faim. Les surconsommations peuvent aussi être consécutives à une augmentation des sensations de faim. Et donc dans ce cas-là, le mangeur il respecte bien ses sensations alimentaires, mais ces sensations l'encouragent à manger plus. Bon, et donc là, par contre, ils expliquent des cas où il peut y avoir vraiment un problème médical qui vient augmenter la sensation de faim. Alors ça peut être aussi intéressant parce que ça pose la question de est-ce qu'on peut grossir sans manger plus, donc sans surconsommer en fait. Et là, il parle des effets du stress. On soupçonne fortement que sous l'effet du stress, certaines hormones, comme le cortisol, activent les processus hyperplasiques. Donc, les cellules se multiplient, le poids d'équilibre augmente et augmente d'un palier et se restabilise à plus haut. Donc, on soupçonne fortement que sous l'effet du stress, certaines hormones, comme le cortisol, activent le processus hyperplasique, notamment au niveau abdominal, ou diminuent les dépenses de l'organisme. Les modifications de la flore intestinale, ça c'est une étude chez des souris où un déséquilibre de la flore intestinale aboutit à des prises de poids. Bon, et pour le reste, je vous en parle pas parce que j'ai rien trouvé qui pouvait confirmer ça. Alors, ce petit sous-chapitre conclut donc en disant: on grossit donc en augmentant ses apports alimentaires, soit en dépassant sa faim, soit en étant trompé par des sensations de faim qui ont augmenté. Euh, Dans certains cas plus rares, il est possible de grossir sans augmenter ses apports alimentaires. Cependant, dans la plupart des cas, c'est sans conteste manger sans faim, consciemment ou non, qui explique la prise de poids. Ouais. Et ça va, voilà, ça c'est assez capital pour le reste du bouquin. Donc, où dans la plupart des cas, c'est le fait de manger sans avoir faim et donc d'aller au-delà de nos besoins alimentaires et nos besoins énergétiques, euh, qui explique donc la prise de poids. En dehors de
d'explications médicales qui pourraient influencer la prise de poids. Bien, ben tout ça, alors moi c'est la deuxième fois que je le lis du coup avec vous ce bouquin, hein, je l'ai déjà lu une fois, mais voilà du coup je trouve quand même à chaque fois que il y a plein de notions hyper importantes, plein de notions qui viennent un peu chambouler ce qu'on sait à propos du régime, à propos de maigrir, à propos de l'alimentation. Et voilà, donc actuellement, je suis pas sûre que toutes les informations soient encore bien pertinentes, voilà, soient encore bien vérifiées. Donc il y a quand même des choses que j'ai pu vérifier, je vous en ai parlé. Il y a d'autres choses dont je ne parle pas parce que j'ai rien trouvé qui pouvait confirmer dans les études, etc. Après, en même temps, bah, comme je vous le rappelle, ça, ce sont des choses que je fais en plus de mon activité professionnelle à temps plein. Et donc, clairement, j'ai pas non plus le temps de passer des heures à relire des études scientifiques voilà, pour pouvoir venir vérifier les choses. Donc c'est pour ça que je vous dis, je n'ai pas la science infuse, je n'ai pas toutes les informations voilà, qui me descendent du ciel. Donc si vous avez des arguments, des informations vérifiées qui viennent soit soutenir ce que je raconte, soit infirmer, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire. Donc moi, mon but, c'est vraiment que vous puissiez avoir une information ben, la plus utile possible. Et donc, en parlant d'utile, je pense que ce qu'on peut quand même vraiment retenir et qui me semble vraiment utile, déjà par rapport à ce qu'on a lu aujourd'hui, c'est cette notion de manger sans avoir faim. Ça, je pense que c'est vraiment quelque chose de capital et je le remarque dans mes suivis avec mes patientes qui ont des comportements alimentaires qui les font grossir ou qui les empêchent de maigrir. Et d'ailleurs, je me sens aussi concernée, je l'avoue, je le confesse, c'est que très souvent, on n'attend pas d'avoir vraiment faim pour manger. Et en fait, au contraire, on va manger pour éviter d'avoir faim parce que bah, la faim fait peut-être un petit peu peur. On se dit, oh là là, si j'ai trop faim, je vais faire un malaise ou quoi que ce soit, donc je vais manger avant, comme ça je suis sûre que... Mais en fait, du coup, on mange avant même d'avoir faim. Mais donc, on est d'office un peu en surconsommation alimentaire. Et du coup, moi, ça fait un petit temps que j'essaye vraiment d'analyser ma faim et c'est pas facile, hein, je vous assure que cette analyse ça m'amène, enfin voilà, ça m'amène à apprendre encore des choses sur mon propre fonctionnement et de me rendre compte que, mais oui, en fait, il y a plein de moments où je mange en prévision de la faim. Donc, c'est pas que j'ai faim, je mange. Non, c'est que je mange parce qu'on ne sait jamais que je ferai un malaise parce que j'ai trop faim. Alors, ça ne m'est jamais arrivé. Je n'ai jamais fait un malaise parce que j'avais faim. Jamais ça ne m'est arrivé. Je peux comprendre que des personnes qui font peut-être des hypoglycémies, etc., des malaises, peuvent avoir cette peur, mais en soi, la majorité des gens n'ont jamais eu de malaise parce qu'ils avaient trop faim, mais par peur font en sorte de manger avant même d'avoir faim. Et donc c'est ça aussi c'est pas simplement de manger juste par envie ou pour répondre à une émotion, etc. Non, c'est en fait manger alors qu'on n'a pas vraiment faim. Enfin, voilà, je ne sais pas si vous me suivez, en tout cas moi je trouve que c'est hyper pertinent. S'il y a quelque chose à retenir ici, c'est ça. Je trouve aussi que cette histoire quand même de tissu graisseux qui soit s'agrandit, soit se multiplie, et que en fait quand ça grandit, ça explique une prise de poids qui est réversible si on arrête de surconsommer, mais que quand ça se multiplie, on a beau arrêter de surconsommer, le corps va tout faire pour rester au nouveau poids d'équilibre. Mais ça, je trouve que enfin voilà, je trouve qu'on ne l'explique pas assez aux gens. En même temps, enfin voilà, ça peut être quelque chose de très négatif d'apprendre ça. Mais enfin voilà, moi je trouve que c'était hyper intéressant. Et ça aussi, si jamais vous avez des informations qui disent le contraire ou enfin, des informations pertinentes, hein,
ne m'expliquez pas votre propre point de vue sorti de je ne sais où. Venez avec des choses concrètes. Mais voilà, je suis super ouverte, enfin, je suis super curieuse de savoir, d'avoir ces informations, en tout cas. Je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là pour aujourd'hui. Il est 20h15. On a fait notre petit live pendant 1h15 à peu près. Je trouve que c'est bien. On n'est pas arrivé à la fin du chapitre 3. Mais ça, je m'en doutais un petit peu parce que le chapitre, il est quand même assez volumineux. Donc, ça me semble assez normal. Et je pense que dans notre prochain live, on pourra faire la deuxième partie de ce chapitre 3. Ouais, ça me semble très très cohérent de dire ça. On pourra peut-être même commencer le chapitre 4. Donc voilà. La suite au niveau des lives, c'est prévu pour, je vais vous dire ça tout de suite, je vais vous donner une date concrète de live. Le prochain live, c'est le 19 septembre 2024, donc alors l'heure sera confirmée dans la semaine parce que ça peut varier en fonction des patients que j'ai au bureau, etc. Donc voilà, vraiment, mais retenez bien cette date, le 19 septembre. On se donne rendez-vous pour la suite. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée parce que ben moi ici c'est la soirée. Si vous regardez en différé, eh bien je vous souhaite un reste de journée des plus positifs. Prenez soin de vous et à bientôt.